Bonjour à tous. Bon, j'ai déjà eu la petite introduction d'Aude. Je m'appelle Paul Banvar. Je suis en dernière une année de thèse donc à l'UMR Agroécologie. Et donc, aujourd'hui, c'était l'occasion de vous présenter un petit peu justement les premiers résultats que j'ai pu avoir dans mon projet de thèse. Ouais, il faudra cliquer, ou c'est juste pour la première? Ouais, donc après ça passe. Je voulais vous présenter un petit peu mes premiers résultats de thèse, et donc notamment sur mon tout premier article de thèse, qui sera aussi mon tout premier chapitre de thèse, et qui se focalise sur la thématique suivante, à savoir, est-ce que les habitats semi-naturels ont un effet positif sur l'hibernation des prédateurs généralistes par rapport aux cultures annuelles? Et donc, pour introduire un petit peu cette thématique, je voulais vous présenter justement un petit peu d'abord comment est-ce qu'on fait classiquement pour suivre les populations de prédateurs. Donc, par prédateurs généralistes, j'entends les populations de carabes ou encore les populations d'araignées, qui sont donc des prédateurs qui sont très abondants en fait au champ. Et donc, pour vous faire comprendre un petit peu comment est-ce qu'on réalise des suivis de ces populations de prédateurs, on va prendre l'exemple d'un modèle biologique qui s'appelle Poecilus cupreus, qui est un carabe qu'on retrouve très fréquemment dans les champs. Ce qui est représenté ici, en fait, tout simplement sur ce cercle, c'est que chaque chiffre romain représente l'un des mois de l'année. Et en fait, la coloration représente la période de reproduction de ce carabe-là. Et donc, en fait, c'est un carabe qui est un spring breeder, donc qui se reproduit pendant le printemps. Ce carabe-là, comme tous les autres prédateurs, lorsqu'il est en période de reproduction, il va être très actif, il va être très mobile parce qu'il va être à la recherche de partenaires sexuels ou encore de ressources trophiques. Et donc, pour suivre les populations de prédateurs généralistes, on va utiliser le fait que les prédateurs sont très mobiles pendant leur période de reproduction pour les capturer. Et donc, cela va passer par l'utilisation de pots barbeurs, qui sont en fait des petits pots en plastique. En fait, on va dans une parcelle ou dans un habitat naturel, on creuse un trou dans le sol, on enfonce le pot qui reste à hauteur de sol. Et en fait, on part du principe que vu que ces prédateurs vont être très mobiles et vont majoritairement se déplacer au niveau de la surface du sol, ils vont finir par tomber dans le pot barbeur. Et au sein de ce pot barbeur, on place en fait un petit liquide de piégeage qui permet en fait littéralement de les tuer, de les noyer, pardon. Et donc, par la suite, après, on peut réaliser des comptages du nombre de prédateurs qu'on a capturés dans un pot barbeur. Et donc, c'est une méthode de piégeage qui dépend de la mobilité des prédateurs et ça nous permet ensuite de placer des pots dans différents types de cultures, sur des cultures dont la gestion du travail du sol n'est pas exactement la même, pour ensuite essayer de comprendre dans quels habitats j'ai plus ou moins de prédateurs généralistes. Et ensuite, par des approches corrélatives, on peut essayer de mesurer le nombre de pucerons qui étaient présents dans cette culture. On peut aussi essayer de mesurer des taux de prédation. Je peux mettre des cartes de prédation de pucerons, je mets 10 petits pucerons dedans, je les récolte 24 heures par la suite, je regarde le nombre de pucerons qui ont été prédatés justement dans cette parcelle-là. Et ensuite, je peux essayer de faire des corrélations dans cet habitat-là. J'ai piégé beaucoup de carabes, beaucoup d'araignées dans les pots barbeurs. J'ai vu qu'il y a beaucoup de pucerons qui étaient consommés. Donc, potentiellement, justement, tel couvert ou telle pratique peut être très intéressante. Et donc, c'est via cette méthodologie qu'on peut justement capturer les populations de prédateurs. Mais comme on voit, en fait, pour la plupart des carabes, ils vont avoir une période de forte mobilité qui va surtout s'étendre du mois d'avril jusqu'au mois de juin-juillet. Et la plupart du temps, quand on réalise des expérimentations en champ, on a tendance à plus suivre un petit peu les parcelles de céréales d'hiver. Et donc, lorsqu'elles sont récoltées du coup à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet, on récolte les pots barbeurs. Ensuite, les expérimentations finissent par s'arrêter. Et donc, en fait, on voit qu'on a en fait une très grande majorité des papiers qui utilisent des pots barbeurs, quasiment 95%, et la plupart du temps, on focalise que sur cette période de temps, donc du mois d'avril jusqu'au mois de juin-juillet. Et donc, on voit qu'on a assez peu de connaissances en fait sur tous les autres mois, et on ne sait pas forcément ce que font les carabes en fait pendant cette période de temps. Et pourtant, dans les champs, il se passe énormément de choses pendant ces périodes. On va avoir la récolte des cultures, on va avoir du déchômage, on va avoir du semis. Ensuite, on va avoir l'hiver qui va passer, on va avoir des opérations de reprise du travail du sol qui sont réalisées ensuite au printemps. Et donc, vu que la plupart des études se focalisent qu'au printemps via des pots barbeurs, en fait, on voit qu'on a assez peu d'informations sur ces autres périodes de temps. Et donc, ça serait assez intéressant de savoir où est-ce que sont les carabes pendant ces différents mois-là et comment ils se répartissent entre les différents habitats et si il y a des flux entre les différents habitats au cours du temps. Et donc, notamment, une période qui nous intéresse, nous, c'est la période de l'hiver, parce qu'il faut savoir que ces prédateurs généralistes-là, donc les carabes ou encore les araignées, vont rentrer dans un état d'hivernation, qui est donc une période durant laquelle les organismes sont dans un état d'activité réduite. Et donc, pendant cette période d'hivernation, ça va dépendre selon les organismes. Il y en a certains qui vont rentrer dans un état d'hivernation plus ou moins tôt par rapport à d'autres, mais globalement, ils vont rentrer dans un état d'hivernation à partir du mois d'octobre ou encore jusqu'au mois de novembre, et ils vont reprendre leur activité, ils vont sortir d'hivernation à partir du mois de mars-avril à peu près. Et donc, pour nos prédateurs généralistes qui nous intéressent, donc les araignées, encore les carabes, on va avoir les populations d'araignées qui vont surtout passer l'hiver justement dans la litière
végétale, donc sur les premiers centimètres du sol, en fait, quand il y a un petit peu de paille ou autre. Et les carabes, eux, ils sont capables, selon leur cycle de reproduction, de soit passer l'hiver dans la litière végétale, soit de passer l'hiver directement dans le sol à l'état de pupe. Et donc, en fait, on voit que ce lieu d'hivernation, on a assez peu d'études qui se focalisent dessus. Pourtant, ça va être un lieu qui va être très important parce que, par exemple, si j'ai une très forte densité de population au printemps que je capture dans mes co-barbeurs, mais que par la suite, j'ai pas de lieu d'hivernation, que j'ai des opérations du travail du sol en automne, mais en fait, je vais avoir une forte mortalité de mes populations pendant l'hiver. Et l'année suivante, dans la même parcelle, j'aurai une chute de population par rapport à ce que j'ai pigé l'année passée. Donc, en fait, le lieu d'hivernation va conditionner la mortalité des populations pendant l'hiver. Et du coup, le passage des individus d'une génération N capturée pendant une année sur la génération suivante. Et donc, une question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait du coup pour capturer les populations de prédateurs pendant qu'ils passent l'hiver. Et on pourrait se dire que la méthodologie que j'ai présentée juste avant, qui est l'utilisation de petits faux-barbeurs, pourrait être utile pour capturer les hivernants. On pourrait se dire qu'on pourrait placer des faux-barbeurs au mois de janvier, février, mars, et que peut-être on pourrait justement capturer ces populations. Et donc, si on fait cet exercice de pensée en se disant qu'en plein hiver, on irait placer des faux-barbeurs dans une culture, donc notamment dans la culture qui est entourée en rouge, potentiellement, une partie des individus qu'on irait piéger dans les faux-barbeurs qui seraient placés dans cette culture pourraient en fait provenir d'autres habitats. Potentiellement, il y aurait des araignées qui auraient pu passer l'hiver dans une forêt, dans la culture à côté, dans une bande fleurie. Ensuite, elles auraient dispersé lorsqu'elles auraient repris leur activité et elles auraient fini par être actives dans ma parcelle et j'aurais pu les capturer ensuite dans mon faux-barbeur qui aurait été placé justement dans ma culture. Donc en fait, l'utilisation de faux-barbeurs ne permet pas vraiment de capturer les populations là où on passe l'hiver parce que c'est un piège qui est dépendant de la mobilité des organismes et le principe de l'hibernation, c'est que les organismes sont en état d'activité justement très réduite. Et donc, en fait, les individus que je vais capturer dans mon faux-barbeur, en fait, on peut les considérer en tant que deux fractions. Il y a une fraction, il y a une partie des carabes ou des araignées que je piège dans mes faux-barbeurs sur ma culture donnée qui auront bel et bien passé l'hiver dans ma culture, qui auront repris leur activité et qui seront tombés dans mon pot. Mais potentiellement, j'ai aussi des individus qui auront passé l'hiver dans d'autres habitats, je ne sais pas forcément lesquels, qui auraient dispersé par ma culture et qui seraient tombés par la suite dans mon faux-barbeur. Et donc, nous, ce qui nous intéresse à travers ce premier article de thèse, et c'est la toute première question que je me suis posée au tout début de mon projet de thèse, c'est d'identifier dans quels habitats les prédateurs passent l'hiver et vraiment d'isoler cette fraction des hivernants qui passent l'hiver justement dans mon habitat, que ce soit un habitat semi-naturel ou encore une parcelle. Et donc, pour couper court un petit peu, pour savoir comment est-ce qu'on pourrait faire justement pour capturer les populations qui passent l'hiver, il y a deux grandes méthodes qui existent pour capturer les populations hivernantes. Donc, la première méthode, c'est tout simplement en plein hiver, donc du mois d'octobre jusqu'au mois de février-mars, on peut réaliser des prélèvements de blocs de sol. On va prendre nos bottes, on va aller dans les champs ou dans les habitations naturelles, on va plonger un cylindre métallique dans le sol, et dû au fait que les individus ne bougent pas pendant l'hiver, en fait, on va aller les piéger, on va aller les capturer directement là où ils sont pendant l'hiver. Donc ensuite, on va prendre ces blocs de sol, on va les ramener au laboratoire, on va les trier et ça nous permet par la suite de comptabiliser le nombre d'araignées, le nombre de carabes que j'ai pu capturer dans différents habitats. Je pourrais réaliser des prélèvements de blocs de sol dans différentes cultures, dans du blé, dans du colza, dans des haies, dans des montagnes herbées et essayer de comprendre là où j'ai capturé le plus d'individus. Une autre méthode qui existe et qui permet aussi, en complément de capturer les hivernants, c'est l'utilisation de tentes. Donc dans ce laboratoire, je pense que certains connaissent, dans la thèse d'Anthony Roux, dans la thèse encore d'Axel, vous avez utilisé ces tentes-là. Donc en fait, ce sont des tentes miniatures, ça arrive à peu près à cette hauteur-là, ça fait 60 x 60 cm, c'est des tentes en tissu. Et en fait, on a justement une chute de tissu qui est située en fait à la base, et c'est des morceaux de tissu qu'on va enfoncer dans le sol, donc ça va jusqu'à 15 ou 20 cm de profondeur. Et ce qui fait que quand on pose la tente et qu'on l'enfonce, en fait, tout ce qui est à l'intérieur de ce bloc de tente ne peut pas en sortir, et tout ce qui est à l'extérieur ne peut pas rentrer en fait à l'intérieur de la tente. Et ensuite, pour capturer les individus qui vont sortir d'hivernation à l'intérieur de la tente, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer en fait un petit pot juste en fait au niveau de la base. Il y a un autre pot aussi qui est présent en fait tout en haut, parce que des fois les individus quand ils reprennent leur hivernation, ils n'ont pas trop envie d'être pigés, donc en fait ils vont grimper sur les bords de la tente et malheureusement pour eux, ils vont tomber dans la fiole, ils vont finir justement par les capturer par la suite. Ce qui est assez intéressant pour capturer les hivernants dans les tentes par rapport au prélèvement de blocs de sol, c'est que en fait on aura la phénologie de reprise d'activité des différents prédateurs. Quand je réalise un bloc de sol en plein pendant l'hiver, je ne sais pas si le carabe que j'ai compté dans cet habitat-là aurait repris son activité en mars, en juin, je ne sais pas trop. Et dans une perspective de contrôle biologique, notamment de contrôle biologique précoce, où on veut que les prédateurs généralistes soient présents tôt dans la saison pour vite contrôler les populations de pucerons, c'est intéressant d'essayer de comprendre quelles espèces reprennent leur activité tôt, de façon à identifier quelles espèces pourraient être les plus intéressantes par la suite. Bref.
Donc tout ça pour dire qu'on ne peut pas capturer les populations hivernantes avec des peaux-barbeurs. Par contre, il y a ces deux méthodologies-là qui existent avec lesquelles on peut les capturer. Et donc voilà, soit des prélèvements de blocs de sol, soit l'utilisation de temps. Donc maintenant qu'on sait comment capturer les populations hivernantes, la question qui se pose, c'est où est-ce que les prédateurs pourraient passer l'hiver? Où est-ce que j'irai réaliser mes prélèvements de blocs de sol? Où est-ce que j'irai poser mes pontes? Et donc, si on se focalise sur cette question et qu'on regarde un petit peu justement une vue aérienne d'une mosaïque d'agroécologique, on aurait tendance à placer les habitats semi-naturels comme les haies, les bancs enherbés, encore les prairies permanentes, comme des lieux d'hivernation privilégiés par rapport à des cultures, de par le fait que dans mes habitats semi-naturels, j'ai une couverture végétale qui est stable en fait au cours du temps, contrairement aux cultures où il y a du semis, du désherbage, de la récolte, des opérations de travail du sol profond pendant l'automne. Et en plus, justement, dans les cultures, je vais avoir des niveaux de perturbations mécaniques et chimiques qui sont beaucoup plus élevés que dans mes habitats semi-naturels. Donc, pour être un petit peu plus tranquille pendant l'hiver, on aurait tendance à faire l'hypothèse que les populations de prédateurs, les carabes et les araignées, iraient se réfugier dans les habitats semi-naturels, justement, pour passer l'hiver. Et donc, c'est une hypothèse qu'on retrouve très fréquemment dans la littérature, donc avec des papiers fondateurs dès les années 80-90, qui supposent du coup tous ces effets des habitats semi-naturels vis-à-vis des populations de prédateurs. Mais l'une des problématiques des papiers qu'on peut retrouver, c'est que dans certaines publications, il y a certaines personnes qui parlent de populations qui passent l'hiver, mais ils font des ils font des piégeages via des peaux-barbeurs. Donc en fait, potentiellement, une partie des individus qu'on piège, ils viennent d'autres habitats, donc on peut pas vraiment dire que justement, c'est les populations qui passent l'hiver dans un habitat donné. Et surtout, parmi le peu de publications qui font des études avec des prélèvements de blocs de sol ou via des tentes, il y en a certains, et surtout certains papiers des années 80-90, il n'y a que des comparaisons entre des habitations naturelles, entre des bandes enherbées, des haies, des manturies, mais il n'y a pas de témoins juste à côté dans des parcelles cultivées. Et donc, vu qu'il n'y a pas ce groupe témoin en relatif, on ne peut pas vraiment savoir si l'habitation naturelle est un lieu d'hivernation privilégié par rapport aux cultures qui sont situées juste à côté. Donc, l'objectif de ce premier article de thèse, c'était de réaliser une méta-analyse quantitative où, en fait, j'ai essayé de scanner toute la littérature et de récolter tous les papiers qui faisaient bel et bien des comparaisons d'araignées ou de carabes entre des habitats naturels et des cultures avec des méthodes qui permettaient bel et bien de capturer les populations qui passaient l'hiver. Donc, pour vous expliciter assez rapidement le processus de recherche bibliographique, on a fait justement des recherches sur Web of Science et Scopus. On s'est focalisé donc que sur nos deux taxons de prédateurs généralistes qui nous intéressent, donc à savoir les carabes et les araignées. On a sélectionné tous les papiers qui faisaient des comparaisons entre des cultures et des habitations naturelles. Donc, on s'est plus focalisé sur les cultures qui sont conduites à des échelles annuelles parce que tout ce qui était vigne, verger, déjà de l'une, il n'y avait quasiment pas de papier et on n'a pas voulu ensuite tout mélanger. Et ensuite, on a sélectionné tous les papiers qui faisaient bel et bien des comparaisons entre des cultures annuelles et des habitats semi-naturels. Et ensuite, on a essayé de sélectionner justement parmi tous ces papiers des mots-clés qui permettraient de capturer tous les papiers qui réalisaient bel et bien justement des mesures d'hivernant. Donc au niveau des mots-clés, c'était un petit peu la guerre quand même parce que au niveau des techniques qui sont utilisées, il y a beaucoup de synonymes pour définir les pièges. Et il y a des termes qui étaient utilisés dans les années 80 qui sont plus utilisés en fait à l'heure actuelle. Du coup, il y a eu beaucoup de termes qui ont dû être mis pour être sûr de capturer le nombre maximum de papiers. Et donc, au final, j'ai fini par identifier 2519 papiers. Donc, je vous rassure, je n'ai pas lu ces 2519 papiers. En fait, une première étape consiste à lire l'abstract de tous les papiers pour voir si ça correspond à notre thématique ou pas. Parce que vu que les mots-clés de recherche étaient un petit peu larges, forcément, j'arrivais sur certains papiers qui ne correspondaient pas du tout à ce qui m'intéressait. Donc, j'ai lu la totalité des abstracts. J'ai fini par sélectionner 596 papiers. Donc, pour certains papiers, les abstracts, ça n'avait pas trop l'air de correspondre vis-à-vis des carabes, des araignées, des populations hivernante, mais potentiellement, ça parlait d'habitation naturelle, ça parlait d'auxiliaire, donc ça pouvait justement correspondre à ce qui m'intéressait. Et j'ai fini par lire ensuite les 224 papiers qui ont été sélectionnés. Parmi ces 224 papiers, j'ai malheureusement pu extraire que 19 études. Donc en fait, au total, il y a 23 études qui correspondaient à tous les critères. Mais parmi ces 23 études, il y a 4 papiers qui n'étaient pas disponibles. J'ai pas réussi à contacter les auteurs, ou ils m'ont jamais répondu. Après, il faut savoir qu'il y a certains papiers qui étaient des années 80, avec des chercheurs qui étaient en fin de carrière. Il n'y avait pas de clé USB à l'époque, c'était tout sur papier, des laboratoires qui changent, etc. Donc forcément, des fois, pour accéder aux résultats, c'est compliqué. Et donc, au final, j'ai fini par sélectionner 19 papiers.
Et parmi ces 19 papiers, j'ai pu extraire 123 comparaisons entre soit des carabes, soit des araignées sur des mesures de population qui passaient l'hiver, entre des habitations naturelles et entre des cultures. Et du coup, il y a beaucoup plus de comparaisons que de papiers, parce qu'en fait, au sein d'un papier, je peux avoir des comparaisons entre plusieurs types d'habitations naturelles et plusieurs types de cultures. L'exemple classique, c'est que j'ai un même groupe témoin, j'ai 3 ou 4 réplicas de culture de blé qui sont comparés à plusieurs réplicas de bandes en herbe, encore plusieurs réplicas de haies. Et donc, pour éviter de faire une moyenne en appelant ça des habitations naturelles et en mélangeant des bandes enherbées, des bandes fleuries, des haies, j'ai préféré conserver justement chaque comparaison qui était présente dans chaque papier, de façon à par la suite pouvoir faire des analyses de modérateurs en essayant de voir s'il y avait un type de culture ou un type d'habitation naturelle qui était potentiellement plus intéressant qu'un autre. Et donc pour cela, j'ai utilisé des effets en fait aléatoires en considérant justement les comparaisons qui étaient réalisées au sein des différentes études qui étaient réalisées. Donc en fait, pour chaque étude, j'ai plusieurs comparaisons. Je poule l'ensemble des comparaisons, ça me donne un effet à l'échelle de l'étude, et ensuite je poule l'effet des différentes études pour avoir ensuite un effet global. Donc voilà. Donc on arrive enfin à la présentation des résultats. Donc au total, 19 papiers ont été sélectionnés. Déjà, c'est un premier résultat en soi. Il n'y a que 19 papiers qui ont pu être sélectionnés. Donc c'est une thématique sur laquelle en fait il y a peu d'intérêt, il y a peu de papiers qui ont vraiment fait des mesures justement des populations pendant l'hiver. Donc il y a aussi j'arrive pas à trouver le terme, il n'y a pas le même effort qui a été réalisé entre les carabes et les araignées. Il y a 18 papiers parmi ces 19 qui se focalisaient sur les carabes et que 10 sur les populations d'araignées. Et oui, parmi les cultures annuelles qui étaient présentes justement dans ces différents papiers, il n'y avait que des cultures qui étaient conduites en conventionnel, donc avec du travail au sol et de l'utilisation de produits phyto. Donc on n'a jamais de comparaison qui était réalisée en bio ou encore en ACS. Et donc, parmi ces 19 papiers, j'ai pu extraire 2 variables de réponse, à savoir la densité des populations de carabes ou d'araignées entre les habitations naturelles et entre les cultures, et la richesse spécifique, donc la diversité, c'est-à-dire le nombre d'espèces différentes qui étaient capturées dans les 2 habitats. Juste pour la richesse spécifique des populations d'araignées, il n'y avait que 3 papiers qui étaient présents, donc j'ai pas pu faire d'analyse parce que c'était beaucoup trop peu. Donc voilà, donc globalement, il y a relativement peu de papiers. On a quand même réalisé des analyses quantitatives dessus, mais l'objectif du papier, c'est aussi de souligner le manque de connaissances qu'il y a justement sur cette thématique-là et pour inciter justement à plus réaliser ce genre d'échantillonnage. Donc, pour vous présenter les résultats, en premier temps, je vais vous présenter pour les carabes, donc d'abord pour la densité et ensuite pour la richesse spécifique. Donc, pour présenter les résultats d'une méta-analyse, ça se présente sous forme de forest plot. Donc, en fait, ce qui est présent ici, c'est l'ensemble des comparaisons sur la densité des carabes hivernants entre les habitations naturelles et entre les cultures. Et donc, pour chaque comparaison, en fait, on a un effet moyen, en fait, qui correspond à la différence moyenne du nombre d'individus entre les habitations naturelles et entre les cultures. La petite ligne en pointillé, c'est la ligne du zéro. Donc, en fait, toutes les moyennes et les écarts-types qui sont à gauche de la ligne du zéro, ça veut dire qu'on a capturé plus d'individus dans les cultures que dans les habitations naturelles. Et tout ce qui est à droite de la ligne du zéro, ça veut dire qu'on a capturé des densités de carabes qui étaient plus importantes dans les habitations naturelles que dans les cultures. Et donc, en poulant ensuite toutes les comparaisons à l'échelle des études et en poulant toutes les études pour avoir l'effet global qui est représenté justement par le petit losange en bas en orange, on a l'effet global. Et si justement l'écart type de cet effet croise la barre du zéro, ça veut dire qu'on a un effet qui est non significatif. Et donc, pour la densité des carabes hivernant entre les habitations naturelles et les cultures, au final, on n'a pas de différence significative. J'ai des densités de population de carabes qui passent l'hiver qui sont comparables entre mes habitations naturelles et entre mes cultures. Et on observe notamment qu'il y a 68% des comparaisons qui ne démontraient pas justement de différence significative entre les 2 habitats. Donc déjà, par rapport à nos hypothèses de base, on voit que c'est un peu déconcertant. On s'attendait à avoir une réponse positive des habitations naturelles. Et un résultat qui est encore plus déconcertant, c'est vis-à-vis de la richesse spécifique des carabes, où de même, on a un effet global qui est positif, mais qui est non significatif. Donc, on a des diversités de carabes qui sont comparables entre les habitations naturelles et entre les cultures. Donc, notamment, pour la diversité, on s'attendait à ce que, notamment, les espèces qui sont peu habituées aux perturbations agricoles auraient tendance à se réfugier dans les habitations naturelles. Et encore, pour l'abondance que j'ai présentée juste avant, ça reste des comparaisons globales. Peut-être que c'est un effet qui est tiré par des espèces qui sont très habituées vis-à-vis des perturbations. On ne sait pas vraiment qui se cache derrière cette réponse derrière. Mais pour la diversité, on s'attendait à ce que les espèces qui sont habituées aux perturbations agricoles et les espèces qui y sont sensibles aillent se concentrer justement dans les habitations naturelles et que donc on ait forcément une diversité à minima qui soit supérieure dans les habitations naturelles que dans les cultures. Donc ça, c'était vis-à-vis des populations de carabes. Et concernant les populations d'araignées, donc on a pu faire uniquement des analyses sur la densité. Et par contre, pour les araignées, on voit qu'il y a un effet qui est positif et qui est significatif. Donc on a des densités de populations d'araignées
hivernantes qui sont supérieures dans les habitations naturelles par rapport aux cultures. Et notamment, cette fois-ci, on a 40% des comparaisons qui démontrent un effet positif et significatif. Donc, pour discuter un petit peu en premier temps de ces résultats-là, donc notamment en parlant au début du premier axe, qui est le fait que, en fait, on a un effet des habitations naturelles qui dépend du taxon sur lequel en fait on se focalise. Donc, pour rappel, on a des populations d'araignées qui sont plus abondantes dans les habitations naturelles que dans les cultures. Par contre, pour les carabes, que ce soit sur la densité ou sur la diversité, il y a des niveaux comparables entre les deux habitats. Donc, pour discuter un peu de pourquoi les araignées répondent différemment vis-à-vis des populations de carabes, il y a potentiellement deux processus écologiques qui sont derrière cette réponse distincte. En premier temps, ça pourrait être une sensibilité vis-à-vis des perturbations agricoles, et notamment vis-à-vis des perturbations mécaniques, donc tout ce qui est des opérations de travail du sol, qui pourraient être distinctes entre les araignées et les carabes. Notamment, il y a certaines publications qui tendent à démontrer que les araignées sont plus sensibles aux effets du travail du sol. Il y a plus de mortalité chez les populations d'araignées par rapport aux populations de carabes. Et surtout, il y a aussi des effets indirects qui sont causés par les opérations de travail du sol. Notamment, en fait, ça va affecter tout ce qui est au niveau de la végétation qui est présente dans les parcelles. Et les araignées, que ce soit pour leur stratégie d'hivernation ou encore pour leur stratégie de chasse, elles ont besoin d'avoir la présence d'une végétation, et donc, elles auraient tendance, en premier temps, à avoir une mortalité qui est plus importante directement vis-à-vis des opérations de travail du sol. Et après les opérations de travail du sol, le milieu, en fait, serait beaucoup moins intéressant pour les araignées et potentiellement, elles iraient partir ailleurs. Et donc, notamment, ça fait appel à un autre processus qui serait de la dispersion. Les araignées sont capables de disperser sur de beaucoup plus longues distances que les populations de carabes, que ce soit pour les adultes que ce soit pour les araignées qui sont à l'état des adultes. Donc, ça va dépendre après des différentes familles, mais globalement, on a certaines familles d'araignées à l'état adultes qui sont capables de disperser sur de très longues distances, et aussi pour les immatures, là notamment pour l'ensemble des familles d'araignées quasiment, les immatures sont aussi capables de disperser sur de très très longues distances, et donc elles seraient capables, une fois que les parcelles sont dans un état qui est plus intéressant vis-à-vis de la strate végétale, de disperser, et donc de potentiellement d'aller sélectionner plus activement des habitats qui leur conviennent pour chasser ou encore pour passer l'hiver, et donc potentiellement dans les habitats naturel. Donc, on ne peut pas vraiment savoir quel processus est le plus important l'un par rapport à l'autre, et potentiellement, c'est une interaction entre ces deux processus-là qui fait que, au final, on a des densités d'araignées qui sont supérieures dans les habitations naturelles par rapport aux cultures. Donc ça, c'est pour discuter en premier temps par rapport à la réponse différenciée entre les deux taxons. Et un autre résultat que je n'ai pas encore présenté, c'est que l'effet des habitations naturelles peut aussi dépendre de la culture qui est située juste à côté. Donc en fait, ce que je vous ai présenté juste avant, c'était la comparaison globale sur l'ensemble des études qui sont réalisées. Or, au sein de toutes les études qui sont réalisées, on peut avoir une hétérogénéité en fait vis-à-vis du type de culture qui est présent ou encore vis-à-vis du type d'habitat semi-naturel. On avait peu d'informations sur les cultures vis-à-vis de la dernière opération du travail du sol, vis-à-vis du précédent. Donc sur ça, on n'a pas pu réaliser des analyses de modérateurs. Par contre, une analyse assez simple qu'on pouvait réaliser, c'était de différencier la phénologie des cultures. Et notamment, on a pu séparer justement les cultures qui étaient comparées aux habitations naturelles, selon si ces cultures étaient des cultures qui étaient semées en fait pendant la période de l'automne. Donc en fait, on avait très majoritairement des céréales d'hiver, donc du blé. Et sinon, on peut avoir des cultures qui étaient semées au printemps, donc soit du soja, du tournesol ou autre. Et dans quelques cas, on avait aussi des parcelles où il y a eu des opérations de travail du sol qui n'étaient pas encore semées, dans lesquelles il y a eu des prélèvements de blocs de sol. Et en soi, ça correspond justement aux conditions dans lesquelles les prédateurs n'auraient pu passer l'hiver. Et donc, on a essayé de regarder l'effet des habitats semi-naturels selon si la culture qui était juste à côté était une culture qui était semée à l'automne ou si c'était une culture qui était semée au printemps. Là, ce que je vais vous présenter en premier temps, c'est que les résultats pour les populations de carabes. Et donc, ce qui est ressorti de cette analyse de modérateur, c'est que les populations de carabes avaient des niveaux de densité et de diversité qui étaient comparables entre les habitations naturelles et les cultures qui étaient semées en fait à l'automne. Donc, on retrouve la même conclusion que la conclusion générale qu'on avait avant. Par contre, quand les habitations naturelles sont comparées à des cultures qui sont semées pendant le printemps, on a pu conclure qu'il y avait des densités et des diversités de carabes qui étaient supérieures dans les habitations naturelles par rapport en fait à ces cultures qui sont semées au printemps. Donc potentiellement, ça peut s'expliquer par le fait que des cultures semées au printemps, dans des systèmes de culture conventionnels, c'est des cultures où il y a du sol qui est laissé à nu pendant l'hiver, dû au fait qu'il y a des opérations de labour qui sont réalisées pendant l'automne. Ensuite, le sol est laissé à nu et par la suite, il y a des opérations de reprise du travail du sol pour préparer notamment le lit de semences qui sont réalisées au printemps. Et donc, en fait, on est sur des niveaux de perturbation mécanique et potentiellement chimique qui sont plus importants dans les cultures semées au printemps
que dans les cultures semi-autonomes. Et donc, ça peut expliquer que le rôle de l'habitat semi-naturel va dépendre de ce qui se passe dans la parcelle juste à côté. Et potentiellement, si la parcelle est fortement perturbée, il y aurait du coup un rôle de concentration qui serait peut-être plus important dans les habitats semi-naturels. Donc ça, c'est ce qu'on a pu retrouver en termes de conclusion pour les carabes. Pour les araignées, je ne vous présente pas les analyses, mais globalement, on n'avait pas de différence significative, c'est-à-dire que les populations d'araignées avaient toujours des densités qui étaient supérieures par rapport à la culture adjacente, qu'importe si la culture était sous monotone, ou qu'importe si la culture était sous au printemps. Donc les araignées ont vraiment l'air de pas trop aimer justement les cultures pour passer l'hiver, et potentiellement, on aurait toujours une dispersion vers les habitats semi-naturels, qu'importe le niveau de perturbation mécanique qui pourrait y être réalisé. Donc voilà pour la présentation des résultats. Pour pas faire une présentation trop longue, parce que ça fait déjà un petit moment que je parle, je présente pas les analyses de modérateurs vis-à-vis du type d'habitat semi-naturel. Donc on a voulu regarder notamment vis-à-vis du type de structure végétale, si c'était des habitats floraux, si c'était des habitats boisés, etc. Mais globalement, pour les habitats semi-naturels, il n'y a aucune analyse de modérateur qui a fini par ressortir. On ne retrouvait jamais de différence significative vis-à-vis du type d'habitat semi-naturel. On n'a pas pu tester, par contre, toutes les combinaisons parce qu'il y avait peu de papier. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a dans la réalité un type d'habitation naturelle qui n'est pas plus intéressant qu'un autre. On a juste détecté une petite tendance où il n'y avait pas suffisamment de papier pour le vérifier, qui était qu'on avait des tendances à avoir plus de carabes d'araignées dans les bandes fleuries que dans les cultures adjacentes. Donc c'est le seul résultat qu'on a pu obtenir, mais encore une fois, c'est une tendance, on n'a pas pu faire d'analyse statistique justement dessus. Donc, pour conclure par rapport à ce que je vous ai présenté, donc globalement, on a pu observer que les habitats naturels ont démontré des effets positifs, notamment sur les populations d'araignées, mais aussi sur les populations de carabes, selon ce qui se passait dans la culture qui était située juste à côté. Et on voit que les résultats, ils sont quand même assez variables, et notamment, ils soulignent la contribution des cultures. On a quand même des céréales d'hiver dans des systèmes conventionnels dans lesquels on a des niveaux de densité et de diversité des carabes qui sont équivalents par rapport aux habitats semi-naturels. Donc, c'est un résultat auquel on ne s'attendait pas du tout. Et donc, ça pose tout de même une question sur des systèmes conventionnels, sur des céréales diverses, c'est pas forcément des hibernations privilégiées. Donc, on pourrait se demander ce qui se passerait vis-à-vis de certains systèmes de culture, en agriculture biologique, en agriculture de conservation, sur des systèmes sans phyto, sans travail du sol. Est-ce qu'on pourrait avoir des niveaux de carabes qui passent l'hiver, qui pourraient être plus importants justement que dans les habitats semi-naturels qui sont situés juste à côté? Un des manquements, par contre, de la méta-analyse, c'est que dans la plupart des parties, il y avait assez peu d'analyses de communauté qui étaient réalisées. Donc ça, c'est un manquement parce que dans ce que je vous ai présenté, même au niveau des densités, on ne sait pas quelle espèce tire vraiment la réponse. Est-ce que c'est les espèces qui sont très habituées aux perturbations, qui font qu'il y en a beaucoup plus dans les parcelles? Est-ce qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont présentes dans les habitats naturels, qui sont des espèces qui sont assez peu adaptées aux perturbations? Et au final, quand je fais des comparaisons de densité, j'ai des densités qui sont comparables entre les deux habitats, mais pourtant, c'est pas du tout les mêmes individus que je retrouve. Et en termes de biologie de la conservation ou encore vis-à-vis de contrôle biologique, justement, ça peut en fait emmener à des conclusions qui sont complètement différentes. Donc, il y a un intérêt à aller faire des analyses des communautés, à des populations de carabes et d'araignées qui passent l'hiver pour comprendre qui passe l'hiver où. Et ensuite, ce qui serait super intéressant, ça serait d'avoir en fait accès au circulant. Donc, par circulant, j'entends une fois que les carabes et les araignées ont repris leur activité, où est-ce qu'ils vont en fait, quoi. Ça serait super intéressant d'avoir des études qui, à la fois, font des mesures des populations qui passent l'hiver et ensuite font des suivis via des probarbeurs pour comprendre quels sont les lieux d'hibernation, quels sont les lieux d'activité et est-ce qu'il y a des flux justement entre ces différents habitats-là. Donc ça, c'est notamment des analyses que je vais réaliser parce que j'ai pu faire ce genre d'expérimentation sur la plateforme Cassis, donc à Dijon. On a fait à la fois des suivis des populations d'araignées, des populations de carabes, avec justement des mesures qui permettent de capturer les hivernants, aussi en capturant les circulants via des probarbeurs. Et notamment, on a pu faire des suivis dans des bandes fleuries, dans des systèmes en semi-direct et dans des systèmes en travail du sol pour essayer de comprendre quels sont les habitats qui sont les plus importants pour l'hibernation, quels sont les habitats qui sont les plus importants pour l'activité des individus et quels sont les flux en fait ensuite entre ces différents habitats. Voilà, je vais m'arrêter ici parce que je pense que c'était assez long et merci beaucoup pour votre attention.